Bonjour et bienvenue au 36e épisode de Raptor Kiff, le podcast en français sur les Toronto Raptors en Ligue NBA. Et nous nous retrouvons ce soir pour le match opposant les Toronto Raptors aux Milwaukee Bucks. Le match se déroule à Milwaukee. Il est 2h du matin, heure française, et donc nous sommes le 6 janvier 2018 aux États-Unis ou au Canada. Nous sommes donc le 5 janvier et il est 28h du soir. Le 5 de départ pour les Toronto Raptors est composé de Kyle Lowry, DeMar DeRozan, OG Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. Pour les Milwaukee Bucks, il s'agit de Eric Bledsoe, Tony Snell, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo et John Henson. Et oui, c'est le deuxième match cette semaine entre les Toronto Raptors et les Milwaukee Bucks. Je rappelle que pour le premier match, les Raptors l'ont emporté en prolongation et DeRozan a marqué 52 points lors du match qui s'est déroulé le jour du 1er de l'an, lundi dernier. Après 3 minutes et 34 secondes dans ce premier quart-temps, les Milwaukee Bucks mènent 12-5 et c'est un duel vraiment une opposition entre Giannis Antetokounmpo et DeMar DeRozan, puisque c'est DeMar DeRozan qui dirige l'équipe et vraiment chef d'orchestre, un ballon volé, des passes. Qui se traduisent par les 5 points, en l'occurrence pour l'instant des Raptors, qui sont malheureux au tir pour le moment, tandis que Milwaukee réussit à produire une très bonne défense, comme d'habitude face aux Raptors, et crée du coup des opportunités d'attaque rapide en transition. Et surtout, les piliers de Toronto commettent beaucoup de fautes. Jonas Valanciunas a entamé le match dans les premières 90 secondes. Il a commis 2 fautes consécutives. C'est Lucas Noriega, bébé, qui est rentré du coup sur le terrain et qui, dans la minute suivante, commet lui aussi une faute sur une attaque justement en transition. Alors qu'il n'avait pas besoin de commettre la faute, il était déjà complètement dépassé et c'était vraiment une faute inutile. Si tu commets une faute, attrape le joueur et empêche-le de marquer. Au moins tu empêches un 2 points plus un lancer franc, ce qui est quand même plutôt négatif pour l'équipe. Et donc pour l'instant les Raptors ont mal débuté ce match et je dirais que depuis ce début d'année c'est un peu la tendance des Raptors à très mal démarrer le premier quart-temps et à ne faire que courir après le score dans la première mi-temps, tout du moins le premier quart-temps. Les 5 premiers points des Raptors ont tous été inscrits par Serge Ibaka sur une pénétration du fait d'une création d'espace par DeMar DeRozan, puis une pénétration de DeMar DeRozan qui distribue le ballon dans le coin à Serge Ibaka qui marque un 3 points. Il reste 5 minutes 27 dans le premier quart-temps et les Raptors ont pris l'avantage 19-12 et ils sont sur un 14-0 en ce moment depuis les dernières, 3 minutes à peine. 14-0 et depuis Lucas Noriega y est pour beaucoup puisque des rebonds et un bloc, il altère les shoots à l'intérieur de la raquette mieux que tous les autres Raptors en fait. Et du coup, Jason Kidd, le coach des Milwaukee Bucks, qui appelle un temps mort pour essayer de regrouper ses troupes, car les Raptors sont en train de complètement déchirer leur défense. À la fin du quart-temps, les Raptors mènent 33-24. Et je dois bien dire que cela fait plaisir, car comme je le disais en tout début de match, ils ont du mal depuis quelques matchs à démarrer correctement. Ils se font souvent déborder en début de match et après ont besoin de remonter. Pour une fois, ils sont devant à la fin du premier quart-temps, ce qui est plutôt positif, et ils sont devant 9 points, ce qui est vraiment positif. À remarquer que DeMar DeRozan et Kyle Lowry ne sont pas en réussite ce soir et que c'est Serge Ibaka, bébé, Delon White et même CJ Miles là avec un 3 points qui sont plutôt eux en réussite ce soir.
Je remarque aussi les hésitations d'Oji Anunoby qui me semble réfléchir un peu trop sur est-ce que je dois shooter le 3 points ou pas quand le défenseur se rapproche. Et du coup, il en vient trop à hésiter sur ce qu'il doit faire. Je pense que les coachs devraient lui dire, écoute mec, maintenant il faut que tu fasses un truc, shoot le 3 points. T'es un 42% de réussite à 3 points, continue de shooter le 3 points dès que t'en as l'occasion. De toute façon, les défenseurs vont avoir tendance à se refermer trop rapidement et du coup à provoquer une faute même s'il ne mettait pas le 3 points. Donc c'est à lui de prendre l'initiative de shooter direct quand il attrape la balle sur une passe de qui que ce soit d'ailleurs pour que cela crée plus d'espace d'ailleurs pour les autres. Après 3 minutes 14 dans le deuxième quart-temps, Milwaukee remonte puisque Toronto mène 38-37 seulement, plus 1. Le banc et surtout les piliers des Raptors commettent beaucoup trop de fautes puisque Jakob Poeltl qui était rentré à la fin du premier quart-temps est déjà sorti avec 3 fautes. Je rappelle que Jonas Valanciunas en a déjà 2 et que Bébé Noriega en a lui aussi 2. Pascal y en a une et Serge Ibaka en a une, ce qui commence déjà alors qu'il reste 8 minutes 46 à jouer dans le deuxième quart-temps de la première mi-temps. Beaucoup trop de fautes pour les intérieurs des Raptors et en comptant la mauvaise réussite des deux stars, des deux All-Stars des Raptors, DeMar DeRozan et Kyle Lowry, cela fait beaucoup à compenser, même si Delon Wright et Fred VanVleet pour l'instant font un très bon boulot à la main. Et que CJ Miles a l'air d'être en forme puisqu'il a inscrit déjà 2 paniers à 3 points depuis qu'il est rentré sur le terrain. Il reste 4 minutes 51 dans le deuxième quart-temps et Milwaukee appelle un temps mort. Ils avaient bien réussi là depuis quelques minutes à contrôler l'offense des Raptors. Puis avec le retour de DeMar DeRozan sur le terrain et de Kyle Lowry, enfin plutôt c'était dans l'ordre inverse en fait puisque Kyle Lowry a dû rentrer avec 1 minute 30 avant DeMar DeRozan, mais du coup les choses se sont bien plus espacées sur le terrain et créent beaucoup plus d'opportunités. Et alors que Milwaukee était passé devant, Toronto vient de repasser devant et mène 50-48. J'espère que je suis assez clair dans ce que je dis parce que je ne suis pas sûr d'être très en forme. Je vous avoue que depuis 3 jours, c'est un peu la bérésina à la maison. Ma chienne est décédée la nuit dernière et du coup, je n'ai pas vraiment dormi depuis 3 jours. Donc, j'essaye de me concentrer à fond sur ce match. D'ailleurs, petite note, je ne disais ça pas pour me plaindre, mais plutôt pour expliquer ma façon peut-être un peu aléatoire de parler ce soir. Bref, on continue et j'avais même envie de vous faire un petit délire, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Allez, on continue. Le match est donc 50-48 pour les Raptors. 4 minutes 51 à jouer encore dans cette première mi-temps, dans ce deuxième quart-temps, en espérant que les Raptors arrivent à continuer à contrôler tout de même. Giannis Antetokounmpo est rendu déjà à 15 points dans ce match. À noter, puisque les commentateurs canadiens sont en train de montrer, je pense, un tableau des meilleures saisons des Toronto Raptors, rendu à 36 matchs dans la saison, et je vous donne ce que je viens d'entendre, c'est-à-dire qu'en 2014-2015, si je me souviens bien, le meilleur départ jusqu'à maintenant était 25-11. En 2015-2016, j'essaye de prendre dans l'ordre ce qu'ils ont dit parce que leur tableau est inversé, mais c'est pas grave. En 2016, le score était de 21-15. En 2016-2017, il était de 24-12. Et cette année, nous avons le meilleur départ puisque nous sommes à 26-10. À la mi-temps, le score est de 61-59 pour les Toronto Raptors avec un match qui est haut en intensité. Il faut dire qu'il y a une petite compétition entre les deux équipes depuis bien sûr le premier tour des playoffs l'année dernière. Ils ont quand même joué aussi en début de semaine, ce qui fait que en jouant très proche 2 matchs l'un de l'autre dans la saison, plus avec l'historique qu'ils ont, il y a beaucoup de tension et surtout un différentiel de fautes
appelées contre les Raptors par rapport aux fautes appelées contre les Milwaukee Bucks, qui est assez impressionnante, puisque je crois que Milwaukee a dû aller presque 20 fois, je crois, au lancer franc, tandis que Toronto n'en a tenté que 10. D'ailleurs, ils sont à 8 sur 10 au lancer franc. Et la défense de Milwaukee, qui est très serrée sur DeMar DeRozan, et qui l'empêche complètement de s'exprimer, ou tout du moins de pouvoir aller avoir l'habilité de marquer des points par lui-même sans aller au lancer franc. Enfin, par lui-même, c'est pas la bonne expression sans doute, mais il lui impose en fait d'aller au lancer franc sans qu'il puisse marquer des plus 1 en fait, sans qu'il puisse marquer un panier plus un lancer franc. Ce qui fait que DeRozan doit être à un peu moins de 10 points, je crois, dans ce premier première mi-temps, pardon. Kyle Lowry, par contre, est plutôt bon aux 3 points aujourd'hui. Sinon, nous avons un Serge Ibaka qui a fait un très bon début de match, autant offensivement que défensivement. Bien sûr, Lucas Noriega qui a déjà, je crois, 2 ou 3 contres dans ce match. Il y a un gros effort en défense des deux côtés. Pourtant, le score ne l'indique pas, puisqu'à 61-59, on peut pas dire que la défense soit exceptionnelle. Mais il y a une bonne défense quand même de la part des deux côtés, et surtout beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement en fait entre les deux équipes. Pour indication, Serge Ibaka a 17 points, Kyle Lowry 12, Delon White 6, Lucas Noriega 6, CJ Miles 6 et DeMar DeRozan, je n'ai pas entendu. Après 2 minutes 15 jouées dans ce troisième quart-temps, les Raptors mènent 66-61 et ont fait une très bonne entame de troisième quart-temps, du coup de deuxième mi-temps, avec une bien meilleure mentalité, une bien meilleure défense sur Giannis, en tout cas dans ces 2 premières minutes. J'espère que c'est une bonne indication. Là, nous avons un petit temps puisqu'il y a un jeu qui a été un mouvement en fait de défense, puisque un ballon en transition de Milwaukee, Bledsoe qui attaque et Kyle Lowry en 1 contre 1 en défense, ils courent tous les deux vers le panier. Kyle Lowry défend et commet une faute, et du coup sur ce jeu-là, il y a un review vidéo pour savoir si c'est une clear pass, fault. Je n'ai pas la traduction en fait en français, il faudra que je la cherche. Ce serait intéressant quand même que j'ai le vocabulaire en français aussi pour vous donner plus de choses, plus de contenu. Du coup, on en est toujours à attendre. Apparemment, il déclare que c'est une faute commune. Donc ce sera 2 lancers francs pour Eric Bledsoe. Et je rappelle que les Raptors pour le moment mènent 65-61. Du coup, il n'y a même pas, c'est une faute commune avec balle remise sur le côté, même pas de lancer franc sur ce coup-là, donc c'est plutôt une très bonne faute commise par Kyle Lowry sur ce jeu. Et Milwaukee appelle un temps mort après exactement 3 minutes et 34 secondes de jeu dans ce troisième quart-temps, puisque les Raptors sont sur un petit run. Ils mènent 70-61. Et c'est Kyle Lowry qui démarre ce match en feu, puisque c'est lui qui rebond, c'est lui qui crée des erreurs dans la défense de Milwaukee, c'est lui aussi qui interrompt l'offense de Milwaukee. Non, il est en train de faire un très bon boulot, c'est lui qui engage l'équipe, il est le général sur le terrain. Je pense que les réflexions ces derniers temps de beaucoup, dont moi, qui avons dit que DeMar DeRozan était dorénavant le vrai leader de cette équipe, fait son petit effet aujourd'hui dans ce match, puisque il a l'air de vouloir dire ouais, c'est mon équipe aussi. Et c'est vrai que ça a toujours été le duo, les doubles capitaines, et du coup ce soir il montre bien que effectivement il fait partie de ce duo et que DeMar DeRozan n'est pas tout seul à diriger l'équipe sur le terrain, tout du moins. Il reste 3 minutes 37 dans le troisième quart-temps, et comme je le disais, il y avait une bonne tendance dans ce troisième quart-temps au tout début, après le premier temps mort demandé par Milwaukee, et Milwaukee redemande un temps mort, et pour cause, les Toronto Raptors, écoutez bien, mènent
89 à 71. C'est pour vous dire s'ils ont creusé l'écart. Ils sont en train de mettre un clou dans les Bucks. Et il faut dire que, je disais tout à l'heure que c'était Kyle Lowry qui en défense et en attaque faisait le boulot. Eh bien, DeMar DeRozan est entré dans la danse enfin dans ce match puisqu'il n'avait que 6 points dans la première mi-temps. Il vient d'en inscrire, je crois que ça doit être 15 dans ce troisième quart-temps pour le moment. Et il reste 3 minutes 37 à jouer. C'est pour dire... Non, les deux meneurs ont décidé que la deuxième mi-temps était leur mi-temps. Bien entendu, de l'autre côté, Giannis Antetokounmpo est aussi en train de faire un très bon match, même si du coup, il est un peu tout seul. Je n'ai pas à l'heure actuelle ses stats de points, mais je pense qu'il est au-dessus des 20-22 points, je pense. À noter aussi la deuxième très bonne mi-temps pour le moment de Jonas Valanciunas. Il avait été sorti très rapidement avec ses 2 fautes dans même pas dans les 90 premières secondes du match. Il était revenu jouer 2 ou 3 minutes à la fin du deuxième quart-temps. Mais là, depuis le début du troisième, il est en train de forcer les choses à l'intérieur et d'imposer sa puissance. Et ça fait plaisir puisque il serait bien qu'il le fasse à tous les matchs. Honnêtement, c'est un joueur très puissant, très costaud, qui peut très bien aller dunker quasiment tous les ballons à l'intérieur. Et c'est bien dommage qu'il ne soit pas plus concentré sur ce qu'il fait. Je pense qu'il va trop vite entre sa pensée et ses mains, en fait, pour le moment. Et je pense que quand il arrivera à coordonner le tout correctement, ça devrait donner quelque chose de pas mal pour les Raptors en cette fin de saison. Il reste 1 minute 48 dans ce troisième quart-temps et les Raptors mènent 93 à 73 avec un jeu en revue vidéo, je devrais dire, puisque sur un rebond et un putback de Ibaka, c'est-à-dire un rebond remise, il y a eu une faute sifflée et du coup il y a une revue, à savoir que sans doute qu'il y a eu un petit jeu non nécessaire. Un petit jeu non nécessaire, un geste non nécessaire, pardon, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'y suis pas, hein, je suis désolé, et pourtant le match est super intéressant pour les Raptors, je devrais me réjouir, avec un Jonas Valanciunas qui est impeccable à l'intérieur, un DeRozan qui est en train de mettre le feu, il est rendu à 18 points, il en a marqué 13 dans ce quart-temps, et un Jonas Valanciunas qui est lui aussi en feu, puisque je crois que lui aussi maintenant il doit être rendu à 13 points dans ce quart-temps. Donc c'est pour dire si les deux sont pas mal et Kyle Lowry qui a fait des très bons gestes défensifs et qui en plus a produit des paniers à 3 points. Donc on a une équipe très bien posée. Là il y a Delon Wright qui est rentré sur le terrain depuis au dernier temps mort et qui est lui aussi en train de faire un superbe boulot à la fois en défense, rebond et pas forcément d'ailleurs en rebond mais en défense qui permet des rebonds. Sur des shoots du coup qu'il force et pour l'adversaire, hein, bien sûr qu'il force à l'adversaire et du coup cela donne des shoots manqués et des rebonds pour les Raptors, ce qui permet du coup de continuer ce bel écart de 20 points en cette fin de troisième quart-temps, en espérant que les Raptors soient capables maintenant de se concentrer et ne pas faire trop de turnover par excitation d'une victoire relativement assurée dans leur tête, car il reste tout de même 13 minutes 48 à jouer dans ce match et 20 points dans la NBA actuelle, c'est très très vite comblé. Du coup, quand même, tout de même, une petite note, 93 points alors qu'il reste 1 minute 48 dans le troisième quart-temps. Les Raptors risquent si ça continue comme ça, tout du moins dans cette tendance actuelle, risquent de mettre un grand nombre de points aux Bucks. Et à la fin du troisième quart-temps, les Toronto Raptors mènent 104 à 78. Oui, vous entendez bien, plus 26 points pour les Raptors.
Demar DeRozan est rendu à 20 points dans ce match. Jonas Valanciunas aussi avec 13 rebonds pour sa part. Ibaka avec, je crois qu'il doit être à 19 ou 21 points. Enfin, un très bon match de la part de ces trois joueurs-là, plus Kyle Lowry qui doit être lui dans les 18 points à peu près. Il y a vraiment 4 joueurs qui sont en train de faire le show ce soir et cela se voit et les autres autour produisent ce qu'il faut, donc ça se passe très bien, il y a une très bonne cohésion et là il y avait un jeu très symptomatique de l'état d'esprit des Raptors cette année. Jonas Valanciunas sur un rebond d'un tir manqué attrape le ballon et va dunker à l'intérieur avec une faute. Donc ce qu'ils appellent le +1 et du coup il faisait un geste genre gros bras Hulk et Serge Ibaka est arrivé derrière, il l'a attrapé et Jonas Valanciunas l'a traîné sur la moitié du terrain de Milwaukee. C'était assez marrant, assez mignon finalement. Et c'était assez symptomatique de ce désir que Valanciunas réussisse parce qu'en fait il a toute sa place en fait dans cette offense. Et s'il arrivait à un peu plus montrer du muscle sur le terrain, je pense qu'il dominerait à l'intérieur et qu'il pourrait réaliser une moyenne à 15-16 points et 10-12 rebonds à chaque match, enfin en moyenne quoi. Alors que cette année, il est très inférieur de ses moyennes habituelles puisqu'il est en dessous de 10 points et en dessous de 10 rebonds. Et c'est vrai que il est largement en dessous de 10 rebonds même, puisque je crois qu'il doit être à 7 ou quelque chose comme ça, tout juste au-dessus de Kyle Lowry en fait, qui lui est à 6,7 je crois rebonds par match. Donc non, je pense que même tous les fans des Raptors qu'on est, on a envie que Jonas Valanciunas réussisse. On a envie de toute façon qu'il réussisse. Au pire, ça lui donnera plus de valeur pour faire un échange pour atteindre un meilleur joueur. Mais s'il arrivait à réussir dans cette offense, parce que c'est pas le fait que les autres ne jouent pas avec lui, hein. C'est pas le fait qu'il lui passe pas le ballon, hein. C'est le fait que souvent il est absent. Et qu'il est complètement anesthésié. En fait, il n'arrive à jouer d'habitude que contre des vrais piliers en face de lui qu'il arrive à dominer généralement parce qu'il a justement ça. Il arrive à dominer des piliers de sa taille, de son ampleur, de la vieille école, c'est-à-dire des mecs qui shootent pas forcément beaucoup le 3 points ou des choses comme ça. Et même certains très bons joueurs. Je veux dire, le match qu'il avait fait contre la Nouvelle-Orléans où il avait dominé DeMarcus Cousins, en tout cas en défense, il l'avait empêché de s'exprimer, c'était magnifique et on sait qu'il est capable de ça et je pense qu'à un moment donné il va falloir qu'il se dise bon, faut que je le fasse parce que là il me reste 2 ans de contrat et que si je fais pas quelque chose, c'est sûr mon contrat ne sera pas renouvelé par exemple à Toronto, mais en plus aucune équipe ne le prendrait parce que c'est trop ou alors on le prendrait à un très bas prix puisqu'il ne participerait que contre des piliers anciens modèles entre guillemets. Donc ce serait pas très intéressant pour une équipe, si ce n'est peut-être à 5-6 millions par an, ce qui est quand même 3 fois inférieur à ce qu'il gagne aujourd'hui. Donc moi je pense qu'il a tout intérêt à continuer à jouer comme ça pour avoir une longue carrière en NBA et s'imposer. Parce que là il n'y a pas de piliers traditionnels. Ce sont des piliers, déjà Henson est plus petit, plus fin, donc il doit bien avoir 25 ou 30 kilos de plus que Henson par exemple, donc il peut le dominer à l'intérieur. Et puis par rapport à Thor qui est plus grand et qui a une plus grande envergure, Thor est beaucoup plus fin aussi, et puis c'est surtout que c'est un nouveau modèle de pilier, c'est-à-dire qu'il va à l'extérieur shooter, etc. Donc à mon sens, Jonas Valanciunas a toute sa place de dominer contre ces piliers-là à l'intérieur en offense. Et en défense, faut juste qu'il bouge un peu mieux les pieds. C'est juste une concentration au point de vue de la défense du pick and roll. Parce qu'après, courir après les piliers qui sont à l'extérieur, finalement avec le système de défense d'échange, alors ils appellent ça le switch,
la défense des Raptors, c'est une défense en switch, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un joueur essaye de se démarquer, c'est le joueur le plus proche des Raptors qui prend la défense. Donc on se retrouve avec une défense c'est ça, qui switch à tout bout de champ. Donc on échange. Donc c'est rare finalement que Jonas Valanciunas soit en défense à l'extérieur contre un pilier. Ce qui montre bien à quel point il peut trouver entièrement sa place dans l'équipe. Bref, j'en ai peut-être dit un peu trop. C'était juste mon avis. On est donc à début du quatrième quart-temps. Les Raptors mènent 104-78, plus 26 points, en espérant que les Raptors continuent d'appuyer sur le champignon et d'enfoncer le clou. Dans le troisième quart-temps, il faut quand même que je vous dise que les Raptors ont marqué 43 points et n'ont encaissé que 19 points, donc un plus 24, sachant qu'ils menaient de 2 points à la mi-temps. C'est réellement impressionnant, c'est vraiment du beau basket dans ce quart-temps, espérant que le quatrième, qui va sans doute être joué plutôt par le banc, tout du moins si les Bucks ne font pas une remontée extraordinaire. Donc du coup, si le banc des Raptors arrive à maintenir au moins la défense, je pense que le match est dans la poche. Petite remarque sur ce début de quatrième quart-temps. Pour l'instant, le score est de 106 à 81 et on a joué depuis 1 minute 26 seulement. Je fais une pause dans le match juste pour vous dire que, comme je l'avais prédit, les Raptors sont partis avec leur banc au complet, c'est-à-dire Poeltl, CJ Miles, Pascal Siakam, Fred VanVleet et Delon White, tandis que par contre Milwaukee est parti avec 4 de son 5 de départ, plus The Jet, Jason Terry. Donc c'est Antetokounmpo, Brogdon, Henson et Della Vedova, donc qui n'est pas dans le 5 de départ non plus. Donc il y a Della Vedova et Jason Terry. Et je pense que c'est justement pour essayer de remonter au plus vite et de donner une chance à Milwaukee. À mon avis, il va jouer comme ça pendant 4-5 minutes et puis s'il n'arrive pas à faire de remontée, il arrêtera puisque demain, ils ont un back-to-back, ils jouent à Washington. Donc je pense qu'il ne va pas fatiguer ses joueurs plus que cela si l'écart continue de rester aux alentours des 20 points avec 5 minutes à rester dans le match. Bon, pour l'instant, on a joué que 1 minute 30, donc je ne vais pas prédire la suite. Je vous dis juste comment ça se passe en général dans ces cas-là, quand il y a un tel écart à ce moment-là du match. Il reste 2 minutes 51 dans ce quatrième quart-temps et les Toronto Raptors mènent toujours largement 129 à 102. Plus 27 points, un troisième quart-temps qui a fait toute la différence. Et comme je l'avais prédit, le coach de Milwaukee a déposé le drapeau blanc et a envoyé les rookies sur le terrain depuis environ 3-4 minutes. Puisque l'équipe qu'il avait mis sur les parquets en début de quatrième quart-temps n'a absolument pas réussi à recoller et la bonne défense des jeunes joueurs du banc qui sont composés de Noriega, Norman Powell, Anunoby, Siakam et VanVleet, et puis au début du carton c'était aussi avant qu'Anunoby rentre, c'était Delon White, font un superbe match, c'est vraiment du très très bon boulot. Et le score final est de 129 pour Toronto à 110 pour les Bucks. C'est une belle victoire pour Toronto, surtout une superbe deuxième mi-temps, enfin un superbe troisième quart-temps et un banc qui a réussi pendant les 10 premières minutes du quatrième quart-temps à bien maintenir la défense. Puis ils ont laissé un peu jouer les jeunes rookies de Milwaukee qui ont marqué un 10-0 ou un 9-0 sur les 2 dernières minutes du match. Mais bon, peu importe, c'était du temps poubelle et les Raptors ont tenté des choses. Ça n'a pas marché, mais ceci dit, un très bon match des Toronto Raptors défensivement. Je l'avais dit, c'était une bonne défense en première mi-temps, malgré le score. Et en seconde mi-temps, ils ont vraiment fait un effort crucial. Et un très très bon match de la part de tout le monde. C'est ça qui est assez impressionnant, je pense, puisque tout le monde a vraiment participé dans ce match.
Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff ainsi que la ronde NBA sur le site mykiff.fr, mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur la page Facebook Sport au pluriel Kiff, K-I-F plus loin, podcast au pluriel, ainsi que sur les pages Kiff Podcast, je rappelle, podcast s'écrit au pluriel, YouTube, SoundCloud et Twitter. Vous pouvez aussi me contacter par mail. D'ailleurs, il va bientôt falloir que je fasse un épisode dédicacé aux réponses. Donc, vous pouvez me contacter par mail au mail suivant. Contact au singulier, contact, @mykiff.fr. Et je vous donne la feuille de match. Alors, OG Anunoby a joué 30 minutes, il a marqué 5 points. Il n'a eu aucun rebond, une passe décisive, 2 ballons volés. Très bonne défense sur Giannis d'ailleurs, il faut le dire. Il a tenté 2 tirs et il a réussi 2 tirs sur 6 tentés, dont 1 sur 5 à 3 points. Mais bon, faut qu'il continue de shooter puisque c'est son rôle cette année, défendre et shooter le 3 points essentiellement. Voilà. Serge Ibaka a joué quant à lui 28 minutes, marqué 21 points, dont 17 dans la première mi-temps, sachant qu'il n'a joué que 3 quarts temps, puisqu'il n'a pas joué du tout dans le quatrième. Tout comme DeMar DeRozan, Jonas Valanciunas et Kyle Lowry. Donc Serge Ibaka a joué 28 minutes, il a marqué 21 points, 5 rebonds, aucune passe, 1 ballon volé. Il a été à 8 sur 12 au tir et 1 sur 5 à 3 points. Jonas Valanciunas a joué 17 minutes, il a marqué 20 points, 13 rebonds, une passe décisive, 1 contre, il a été à 8 sur 9 au tir. DeMar DeRozan, quant à lui, a joué 29 minutes, il a marqué 20 points, 5 rebonds, 4 passes décisives, 2 ballons volés, 1 contre, 7 sur 12 au tir, dont 1 sur 3 à 3 points. Kyle Lowry a joué 26 minutes, 15 points, 6 rebonds, 4 passes décisives, 2 ballons volés, 5 sur 10 au tir, dont 4 sur 8 à 3 points, ce qui est plutôt pas mal. Lucas Noriega qui a fait un superbe match en défense, vous allez voir. Il a joué 17 minutes, 5 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 3 contre, 2 sur 2 au tir, et je crois que c'était 2 dunks sur des alley-oops. CJ Miles a joué quant à lui 16 minutes, 11 points, rien du tout d'inscrit sinon, 3 sur 8 au tir, dont 2 sur 6 à 3 points. Jacob Poeltl a joué 8 minutes, 2 points, 3 rebonds. Il a été à 1 sur 2 au tir. Forcément, vu comment Lucas Noriega et ensuite dans la deuxième mi-temps, enfin dans le troisième quart-temps, Jonas Valanciunas a joué les 12 minutes, je crois. Forcément, Jacob Poeltl n'a pas beaucoup joué puisque les deux autres jouaient très bien. Enfin, Delon Wright, enfin, c'est pas le seul, attention, tout le monde, beaucoup de gens ont joué dans ce match. Delon Wright a joué 20 minutes, 12 points, 2 rebonds, 7 passes décisives, 1 ballon volé, 5 sur 7 au tir. Par contre, il a été à 0 sur 1 à 3 points. Pascal Siakam, quant à lui, a joué 18 minutes, 8 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé, 3 sur 4 au tir. Par contre, 0 sur 1 à 3 points. Fred VanVleet a joué 18 minutes, il a marqué 10 points. Pardon, excusez-moi, mon oreillette est tombée. Donc il a joué 18 minutes, 10 points, 1 rebond, 3 passes décisives. Il a été à 4 sur 10 au tir, dont 1 sur 3 à 3 points. Norman Powell a joué 5 minutes, il n'a pas marqué, 1 rebond, 1 passe décisive. Il a été à 0 sur 4 au tir, dont 0 sur 1 à 3 points. Et voilà, c'est tout pour la feuille de match individuelle. Pour la feuille de match d'équipe, voyons voir.
Alors, l'équipe a marqué donc 129 points, 43 rebonds, 25 passes décisives, ce qui est très bien, 9 ballons volés, 5 blocs. Ils sont 4 blocs du coup par contre pour Milwaukee. Ils ont été à 48 sur 86 au tir, 55,8%. Et ils ont été à 10 sur 33 aux 3 points. Et mon truc ne doit pas être assez grand. Attendez. Ah, je suis désolé, ça prend du temps en fait. Je devrais faire pause, mais. Donc j'ai dit quoi? 10 sur 33 et 23 sur. Oula, je sais pas ce qui s'est passé. Ok, je ne sais absolument pas ce qui vient de se passer. Donc ils ont été à 23 sur 28 au lancer franc. Et par contre, ils ont commis 11 turnovers. Les 6 points chauds ou froids. Pour le premier, je vais le remettre et c'est un bon point chaud pour le coach Dwayne Casey qui a fait un superbe boulot à la mi-temps puisque le match était très serré dans la première mi-temps puisqu'il s'est terminé sur le score de 61 à 59 si je me souviens bien. C'était vraiment très serré et à la mi-temps, il a ajusté quelques petites choses en défense et surtout, il a dû motiver ses troupes, je pense, puisqu'on a vu que c'est le 5 de départ qui, quand ils sont revenus sur le terrain, ont appuyé sur le champignon de très belle manière avec Kyle Lowry durant les 2 premières minutes du troisième quart-temps qui a montré l'exemple. Et puis DeMar DeRozan, Valanciunas et Ibaka de toute façon jouaient très bien déjà en première mi-temps. Tout cela se sont mis un peu en route et ont très très bien joué durant ce troisième quart-temps. Et franchement, du coup, je remets une étoile. Je remets une étoile au coach Dwayne Casey et à l'ensemble d'ailleurs des coachs puisqu'ils ont fait un très bon boulot à la mi-temps. Ma deuxième, ce sera aussi une étoile. Ma deuxième étoile revient à, je vais dire, Lucas Noriega, bébé. Parce que il a très peu joué, il a été blessé pendant tout le mois de décembre quasiment. Il a à peine joué des minutes poubelles en fin de match, quand les matchs étaient presque terminés ces 2 ou 3 derniers matchs. Et là, il rentre sur le terrain parce que Jonas Valanciunas commet 2 fautes très rapidement. Et quand il entre sur le terrain, il commence à altérer les shoots adverses. Et du coup, ça donne quelque chose de plutôt pas mal en défense. Et ça a fait du bien aux Raptors à ce moment-là, même si dans la feuille de match, ça se montre pas énormément. D'ailleurs, en plus, Minus, il est à moins 8, ou moins 6, ou moins 8, je crois, sur ce match. Donc, c'est pour dire qu'on n'a pas cette impression qu'il a fourni un effort, mais rien que le fait qu'il altère les shots a joué un très bon rôle dans la première mi-temps pour contenir les attaques à l'intérieur de Milwaukee. Ma troisième étoile va revenir au duo de All-Star des Raptors, c'est-à-dire Kyle Lowry et DeMar DeRozan, puisque ils ont fait un superbe boulot sur tout le match, puisque malgré le fait qu'ils n'étaient pas spécialement réussis dans la première mi-temps, en tout cas qu'ils n'avaient pas un impact offensif énorme, on a tout de même deux All-Stars là qui, quand ils sont ensemble et ils se motivent ensemble, sont presque inarrêtables, surtout quand les joueurs qui les entourent arrivent à bien, avoir un bon impact aussi. C'est vrai que là, ils emmènent lourd cette année. Du coup, pour l'année 2018, ils sont à 3-0. Ce qui est plutôt un très bon début d'année 2018 et franchement qui fait du bien puisque c'est la 4e victoire d'affilée
après la défaite un peu blasante contre Dallas et puis le coup de bambou contre Oklahoma City Thunder en fin d'année, juste après Noël, là, le back-to-back qui s'est passé juste le 26 et le 27 décembre. Depuis, ils sont bien motivés et là, le prochain match est à Brooklyn lundi soir prochain et donc je trouve que notre duo de choc, notre duo de All-Star de choc est un très beau duo. D'ailleurs, j'en profite, puisqu'il s'agit de Kyle Lowry et de DeMar DeRozan, pour vous dire que si sur Facebook ou Twitter, vous mettez un petit message genre DeMar DeRozan avec un underscore entre le prénom et le nom, sur Twitter par exemple, et qu'ensuite vous mettez hashtag NBA vote, donc NBA écrit en majuscule, le V majuscule OTE, vous envoyez du coup un vote pour DeMar DeRozan par exemple ou pour Kyle Lowry, choisissez donc son indice Twitter, son adresse plutôt Twitter pour lui envoyer la même et les envoyer tous les deux au All-Star puisque je pense que il le mérite même si Kyle Lowry n'a pas cette année la feuille de match la plus impressionnante de la conférence Est en tant que meneur. Le boulot qu'il fait en défense et en tant que général vraiment sur le terrain est impressionnante quand même, il faut le dire. Et puis c'est un très bon rebondeur, c'est un des meilleurs passeurs tout de même dans la conférence Est, puisque je crois qu'il doit y avoir LeBron James, Ben Simmons, John Wall et Kyle Lowry dans la conférence Est. Donc quatrième meilleur passeur de la conférence, c'est plutôt pas mal. Et puis je crois qu'il doit être septième ou huitième peut-être de la ligue. Donc c'est vraiment pour dire que c'est un très bon passeur. Sachant que d'ailleurs à ce sujet-là, DeMar DeRozan est dans les 20e places, entre la 20e et la 30e place, il alterne au niveau de son classement de meilleur passeur. Donc on a deux meneurs et ailiers arrière qui sont des très bons passeurs et qui créent du très bon jeu pour leurs partenaires. Et puis il y a cette nouvelle statistique, bon après ça existe depuis des années en fait, mais qui n'était pas vraiment pris en compte, c'est-à-dire les passes de hockey, comme ils disent, c'est-à-dire celui qui crée en fait la première passe, s'il y en a deux, celui qui crée la première passe est crédité maintenant de ce qu'on appelle the hockey pass. Et du coup, il faut dire que DeMar DeRozan est un des leaders de la ligue à ce niveau-là. Et vraiment un des leaders de la ligue à ce niveau-là. Il n'est pas forcément celui qui aura le plus de passes, mais par contre, il a apparemment... bon après, le site de la NBA ne montre pas ça, mais j'entendais les commentateurs canadiens en parler et dire que l'équipe surveillait ça et qu'il y avait des sites, bien entendu. Il faudrait que je regarde sur Clean the Glass, auquel je me suis abonné, pour savoir ce qu'il en est, comment dire, de cette statistique-là en fait. Bref, voilà, donc ça c'était ma troisième étoile, Kyle Lowry, DeMar DeRozan, une petite étoile, puisque franchement c'était du beau jeu, c'était un très bel effort, c'était un très beau sursaut d'ego dans le troisième quart-temps, et ça fait plaisir à voir. Ma quatrième, ce sera aussi une étoile qui ira à Jonas Valanciunas. Forcément, petit astérix, il ne va pas y avoir du tout d'étoiles gelées, puisque d'étoiles gelées, ou je devrais dire de flocons, j'en sais rien, on va l'appeler comme ça, on va dire étoiles et flocons, du coup, pour l'un qui est chaud et l'autre qui est froid. Il n'y aura pas de flocons aujourd'hui puisque c'est un match, on ne peut pas dire autre chose, qui a été énorme pour les Raptors puisqu'ils gagnent de 19 points, qu'ils ont mené jusqu'à 31 points je crois.
Donc voilà, c'est un match qu'ils ont largement remporté, puis surtout ils ont su. Alors moi c'est ça qui m'impressionne parce que c'est la critique que je leur fais régulièrement, c'est que quand ils ont la main, ils ne savent pas finir d'enfoncer le clou et du coup prendre tellement l'avantage que ils peuvent juste gérer par la suite. Non, ça généralement ils ont du mal à le faire, en tout cas constamment. C'est inconsistant en fait. Oui c'est ça, inconsistant. Donc j'en reviens à ma 4e étoile qui revient à Jonas Valanciunas qui a fait un 3e quart-temps de folie puisque je crois que dans ce 3e quart-temps il a dû marquer 16 points, attraper genre presque 10 rebonds, bon voilà. Donc il a fait un boulot énorme. Et ça a payé quoi. Et on aimerait voir un Jonas Valanciunas dominer, je l'ai dit tout à l'heure, dominer comme ça. Faut au moins qu'il domine comme ça 2 quarts-temps par match. Il devrait réussir à faire 2 bons quarts-temps par match, vraiment, où il peut dominer à l'intérieur. Il en a les moyens, il en a carrément les capacités, il en a la puissance physique, donc c'est à lui d'agir. Mais là, du coup, l'étoile revient à Jonas parce qu'il a fait un énorme boulot. Ma 5e étoile revient au banc. Puisqu'ils ont fait un super boulot contre sans doute la meilleure équipe de Milwaukee en début de 4e quart-temps et en tout cas avec tous ceux qui sont capables à Milwaukee de gérer une remontée et ils ont su, donc le banc des Raptors qui a joué entièrement dans le 4e quart-temps, a su s'imposer et dire non, vous allez pas remonter comme ça. Et ils ont tenu en défense, ils ont même à un moment donné, je crois, accentué l'avance. Puis il y a eu un petit run et puis ils ont su le maîtriser et ça se termine par un match qui se termine par 19 points d'avance, ce qui est quand même énorme face à une équipe de Milwaukee qui est une très bonne équipe. On l'a vu prolongation le match du 1er janvier. Mais je pense que les Raptors ont, en tout cas, c'est pour ça que je donnais mon étoile au coach. Ma première étoile au coach, c'est parce que justement je trouve que pour une fois l'adaptation s'est très bien passée. Donc le banc a fait un superbe boulot aujourd'hui et je pense que c'est la vraie équipe des Raptors, c'est-à-dire cette équipe que l'on va chercher pour les playoffs où l'équipe de départ est bonne et le banc fait un bon boulot de banc. Un très bon boulot de banc, même plus qu'un bon boulot de banc. Et c'est pas pour rien que c'est le meilleur banc en termes de différentiel dans la ligue. Donc c'est parce que leur défense est au rendez-vous. Si quelquefois ils ont eu une petite période de flottement en offense pendant quelques matchs, bon, c'est normal, c'est essentiellement des petits jeunes avec CJ Miles, et comme CJ Miles a été beaucoup absent du fait de petites blessures, c'est normal que ce banc ne soit pas consistant pour le moment, mais on voit à quel point ils peuvent l'être, et quand ils le sont, c'est énorme. Et puis surtout, il y a la progression de Delon Wright sur ce banc qui mène du coup maintenant le banc qui est devenu le général du banc, et ce général se comporte très très bien, ce qui fait plaisir. Ma dernière étoile, vous savez quoi, je vais me la donner à moi parce que c'était une P et puis 5 étoiles de journée de M 5 étoiles, 4 étoiles à suivre. Pour moi, avec le décès de ma chienne, quand vous passez 7 ans et demi avec un animal presque 24 heures sur 24 ensemble, puisque moi je ne travaille pas avec mes problèmes de santé, je peux vous dire une chose, c'est que vous établissez une relation et que le jour où cet être cher disparaît, vous avez un gros coup de bambou sur la gueule. Et là, ça m'a fait plaisir en fait de faire ce podcast ce soir. D'abord parce que ça m'a diverti. Non seulement le match m'a diverti, c'était un très beau match de la part des Raptors, mais en plus c'était une très belle mi-temps, c'était très sympa à regarder, à se motiver, à réagir et tout. Mais en plus, faire le podcast en essayant de réfléchir à ce que je dois dire et essayer d'analyser sans en faire trop, parce que je veux pas devenir cet analyste qui ne fait que regarder ce qui se passe sur la feuille de match, par exemple.
Je vous la lis, la feuille de match, mais vous voyez, j'en fais pas trop de commentaires dans le sens où je précise des choses, mais sinon je ne fais pas plus de commentaires que cela. Voilà, donc j'avais envie de m'envoyer cette petite étoile parce que je me dis qu'il faut être positif dans la vie et que c'était très positif de faire ce podcast. Je prends beaucoup de plaisir depuis que je l'ai fait depuis le début de la saison. J'espère que les gens qui m'écoutent en prennent aussi. Je tiens à les remercier, je tiens à remercier tous ceux qui m'envoient des mails d'ailleurs, puisqu'il y en a quand même quelques-uns, hein, pas beaucoup, mais quelques-uns. Je tiens à vous remercier, ça fait toujours plaisir. Même si des fois il y a des critiques négatives et tout, vous inquiétez pas, moi je le prends pas mal, au contraire, je considère que c'est comme ça que j'avance. Et là aujourd'hui avec ce qui m'arrive, avec Idéfix, on se retrouve plus qu'à 2 et la maison qui est pas très grande, enfin mon appartement qui est pas si grand que ça, me paraît très vide ce soir et ça faisait du bien de s'exciter un peu devant un match. J'ai fini par m'exciter quand même dans le 3e quart-temps et dérider un petit peu, je dirais, parce que je faisais un peu la gueule depuis le début de la journée. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis à lundi soir pour le prochain épisode de Raptor Kiff, et puis ce sera sans doute dimanche après-midi pour le prochain épisode de la ronde NBA. Donc ça devrait être le 14e épisode de la ronde NBA, ce sera dimanche ou lundi matin. Ça va dépendre de comment je suis disponible et de ma forme. Et puis je pense qu'avec Idéfix, on va aller faire pas mal de balades. L'histoire de ne pas trop être dans la maison et de ne pas trop sentir la pression de ce vide. Donc je vais pas forcément avoir le temps de regarder beaucoup de matchs ce week-end. Et puis en plus j'ai du monde qui débarque ce week-end, donc voilà. Bref, on se retrouve lundi soir, je suis désolé, je me suis étalé. On se retrouve lundi soir pour le match opposant les Toronto Raptors aux Brooklyn Nets. Petite retrouvaille avec DeMarre Carroll. Et du coup, je vous dis bonne